Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture, talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Pierre Matelard qui est Chief People Officer chez EVS. EVS est une entreprise belge leader dans le domaine des technologies de diffusion audiovisuelle. Fondée en 1994, elle est surtout connue pour ses solutions innovantes de relecture en ralenti, largement utilisées dans les retransmissions sportives à travers le monde. EVS continue d'innover et de se positionner comme un acteur clé de l'industrie médiatique. Pierre est un RH ingénieur venu du business qui se livre à nous comme un leader inspirant et tout en nuances, qui apporte des solutions pragmatiques, cherchant justice et équilibre entre bienveillance et exigence. Nous parlerons de cohérence, de sa vision RH en 6B, de sa définition percutante de la culture et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pierre Matelard, Chief People Officer actuellement chez EVS. Bien Pierre, alors tu pourrais nous parler un peu de ton parcours. Quelles sont les 2-3 grandes étapes qui ont marqué ton chemin professionnel? Oui, donc au niveau étapes, donc je préfère plutôt parler d'une somme de petites étapes que des grandes étapes. Je vois plutôt un parcours professionnel comme étant un peu des vagues où ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Le parcours professionnel, pour moi, il démarre même avant qu'on ne travaille. Donc quand moi j'étais en rénové, il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, il y en a qui veulent tout faire. Moi, je voulais être vétérinaire dans un cirque, je voulais être ébéniste, je voulais être vendeur dans un magasin de jouets, je voulais être ingénieur parce que j'adore tout ce qui est complexe. Et donc, en sortant de rénover, j'ai fait des études d'ingénieur en électronique. Et puis après, j'ai fait un poste universitaire en gestion d'entreprise. Ok. Donc, en termes de vagues, donc, si je dois parler par rapport à EVS, donc, je verrai 4 vagues. La première, donc, c'est quand j'ai rejoint le groupe. Donc, c'était en 2008. Donc, j'étais chez Xerox à l'époque et on m'avait téléphoné parce qu'on ouvrait une position de support engineer level 3. Donc, c'est l'ingénieur qui se trouve entre la R&D et on va dire le call center. Donc, on m'avait téléphoné parce que c'était une position qui s'ouvrait. Puis après 2-3 ans, dans cette position-là, j'étais donc chez EVS et on m'a demandé de reprendre la qualité de l'XT, qui est le serveur d'acquisition, un des produits phares de EVS. Donc du jour au lendemain, j'ai repris la qualité de ce serveur-là suite à un départ. Et puis après, de changement en changement, j'ai eu plusieurs positions chez EVS. Je pense que j'ai eu au total 8 mobilités internes. J'ai récupéré l'ensemble de la qualité au niveau des produits. J'ai fait aussi la méthodologie, donc tout ce qui était process et méthodo. Donc ça, on peut dire que c'est la troisième vague, c'était process et méthodo en plus de la qualité. On a fait une transformation agile au niveau de la R&D avec le CTO de l'époque. Et puis après, on va dire la quatrième vague, c'est plutôt quand on m'a demandé de reprendre le département des ressources humaines et aussi faire une transformation de ce département-là. Ça s'est passé comment, ça, ton passage vers les RH? Qu'est-ce qui a donné cette impulsion-là? Mais c'était Muriel de la Tour, donc la CEO de l'époque. Donc là, on est en juillet 2018. Donc elle me téléphone pour savoir si je veux bien reprendre le département des ressources humaines pour 3 mois. L'objectif était de stabiliser le département et puis de le faire évoluer. Donc moi, il faut savoir que j'ai rejoint EVS en 2008. Donc entre 2008 et 2018, j'avais connu, je pense, 4 directeurs des ressources humaines différents. J'étais du côté, on va dire, business, donc du côté R&D. Et c'est vrai que j'étais assez critique par moment sur ce qui était fourni par le département des ressources humaines ou sur la façon dont ils travaillaient. Et j'avais quand même mené à bien avec Axel Blanca, le CTO de l'époque, et Christophe Pirnet, et aussi Dounia, qui était du côté des ressources humaines, la transformation agile. Côté R&D, qui est aussi un peu devenu une transformation d'entreprise, où on a redéfini les valeurs, la story for change. Et donc Muriel m'a demandé de reprendre le département des ressources humaines. C'était courageux de sa part. Ça t'a étonné? Honnêtement, ça m'a étonné. J'ai trouvé ça courageux de sa part d'aller prendre quelqu'un qui n'était pas des ressources humaines. Donc à ce moment-là, le département des ressources humaines, de mon point de vue, était un peu trop des experts au niveau administratif, pas assez en termes agents du changement, en termes compréhension du business, support au niveau de différents départements. Donc oui, donc je trouvais que c'était courageux de sa part. Et donc c'était une mission de 3 mois qui était étendue pendant 1 an et demi, donc jusqu'en décembre 2019, quand Serge Van Herck, le CEO actuel, a rejoint le groupe et il m'a mis dans la fonction de façon définitive après un peu plus de 3 mois.
Ok, ok. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une décision que tu as prise, là, un moment de bascule dans ta carrière qui t'a donné l'évolution qui t'a amené où tu es maintenant? Pour moi, c'est vraiment une somme de décisions. Donc, c'est sûr que mon passage de la R&D, donc du business vers le HR, ben, c'est quand même un moment, on va dire, de bascule en termes de changement de carrière. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que la vie évolue. Quand j'ai repris le département des ressources humaines, il faut être honnête, je n'étais pas forcément le bienvenu. Je veux dire, quand on est dans une équipe HR et qu'on voit quelqu'un qui vient du business, qui arrive comme ça du jour au lendemain, en plus, c'était une décision qui venait avant tout de la CEO de l'époque et aussi en discussion avec le CTO. Donc, ouais, on ne peut pas dire que que j'étais accueilli les bras ouverts, mais on a très vite trouvé des synergies et on a très vite développé le département pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui. C'est chouette. Et comment tu t'es formé? Tu t'es formé à la RH ou comment tu es rentré dans le costume? Ce qu'il y a, c'est que donc je suis ingénieur de formation, donc j'aime résoudre des problèmes complexes. Je pense que l'humain fait partie des choses les plus complexes. Je trouve que l'humain en tant que tel, moi, j'aime beaucoup. Quand j'étais responsable qualité, donc à un moment donné, on avait un peu plus ou moins une soixantaine de personnes dans le département. Donc j'ai commencé à gérer des gens qui géraient des gens. Donc du coup, ça devient du développement. J'ai toujours bien aimé l'humain, j'ai toujours bien aimé développer les individus, développer les organisations, viser l'excellence. Donc ouais, donc pour moi, c'est naturel que j'ai pris ce genre de fonction. Et on avait derrière nous, avec Axel et avec Christophe, la transformation agile de la R&D, qui était déjà bien évoluée. Toute une partie de change management, parce qu'à un moment donné, on avait un peu du mal vers la fin, donc on s'est fait aussi aider par des sociétés externes. Donc voilà, donc pour moi, c'était une évolution, enfin ouais, une révolution, mais qui était une évolution que, quand on regarde en arrière, on peut considérer qu'elle était un peu naturelle. C'est quelque chose que tu conseillerais, d'une part à des gens qui sont dans le business d'aller explorer le monde RH, Oui, et puis sans d'autre aucun doute. part Et je aux pourrais RH même, qui sont dans le business. oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, je supporte les deux. Je supporte fortement les personnes qui sont du business d'aller dans le monde du HR. Je trouve que c'est un monde qui est extrêmement passionnant. Il est beaucoup plus technologique que ce qu'on pense. Et alors, je supporte aussi l'autre, des gens qui sont dans le département HR qui vont supporter le business. Et entre autres, ici au niveau du département, Dounia, qui est la députée, bah, elle fait des missions de 3 mois dans d'autres départements, parce que je trouve que c'est une très, très grosse force de bien comprendre le business pour s'assurer qu'on a un département HR qui supporte le business, qui supporte la transformation de l'entreprise et qui a une vision qui est en ligne avec la vision de l'entreprise. Donc oui, donc ça, c'est un vrai atout. Elle se détache complètement, alors elle va complètement dans une autre fonction pendant 3 mois? Non, 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 elle ne se détache pas complètement. Ici, dernièrement, elle est allée aider le département, on va dire, Operation, toute la partie support, projet. Et donc, elle y était plus ou moins 2 à 3 jours par semaine. Donc, elle y était physiquement dans ces bureaux-là quand elle faisait sa mission. Mais ce n'est pas une mission full-time, parce qu'il y a quand même aussi des choses à faire au niveau du département des ressources humaines. Et puis après, ça reste des choses aussi liées aux ressources humaines dans ce département-là. Et alors, on a aussi, et c'est public, on a la volonté de faire une ou deux M&A par an. Et c'est aussi sur ce genre de thématique que je pousse les différents membres de l'équipe HR à aller aider. C'est magnifique comme opportunité de développement pour ton équipe, c'est absolument magnifique. Est-ce que toi-même, il y a des gens que tu considères comme des mentors, des personnes qui t'ont inspiré dans ta carrière? Ça, c'est une question qui est difficile. En termes d'inspiration, je vais plutôt mélanger inspiration et reconnaissance. Dounia, avec qui je travaille depuis. Quand j'étais en R&D, c'était un peu elle mon point de contact côté HR. Donc, c'est quelqu'un que je trouve inspirant de par le côté jeune, mais avec la volonté de faire bouger les lignes. Donc, ça, c'est vraiment gay. Et c'est mon député depuis maintenant plus de 5 ans. Muriel, je suis quand même reconnaissant parce que c'est quand même elle qui m'a proposé de passer du côté business vers le côté HR. Donc ça, je suis plutôt reconnaissant. En termes d'inspirant, Serge, notre CEO actuel, ça pourrait paraître un peu facile de répondre ça, mais il est vraiment inspirant. Quand on parle, c'est plutôt des termes qu'on retrouve au niveau de la France, mais quand on parle de capitaine d'industrie, pour moi, Serge, c'est vraiment un capitaine d'industrie. Oui. Qu'est-ce que tu vois chez lui qui te fait dire ça? C'est quelqu'un qui a une vision, qui va tout faire pour atteindre la vision, qui n'est pas dans l'émotion, qui maintient le cap. Lui-même dit qu'il on peut dire capitaine speaking quand on communique en interne. Lui-même est pilote d'avion et pilote de bateau. Donc ouais, donc il y a un côté
structuré, on garde le cap, on avance. Et quand il y a des tempêtes comme le Covid, on reste calme, on continue à traverser. C'est une opportunité d'aller plus vite au niveau de nos développements. Donc, ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant au niveau de l'entreprise. Et si je Est-ce que ça... prends hors EVS, quelqu'un comme Anne Cambier, par exemple, qui est dans notre conseil d'administration, qui est aussi quelqu'un qui était dans le business et puis qui est passé du côté ressources humaines, je trouve que c'est quelqu'un qui est stratégiquement pragmatique ou pragmatiquement stratégique, donc c'est gai. Vincent Gérard, qui est le coach qui me suit, c'est quelqu'un qui a l'atlas de la carte du monde des autres, j'aurais tendance à dire, et c'est vraiment, vraiment gai. Et puis après, j'ai mangé une fois avec Jean-Charles, le CEO d'Alan. Je trouve que c'est des gens qui sont Jean-Charles brillants. Samilian. Ouais, donc vraiment, je trouve que c'est des gens qui sont brillants, qui sont inspirants. Je trouve que quand ils racontent leur histoire avec le fake it until you do it, pourquoi est-ce qu'il a créé Alan, je trouve que c'est magnifique. Des gens comme Julia de Funès, je trouve qu'ils ont des visions qui sont équilibrées et c'est gai. Et quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que je trouve vraiment inspirant, c'est Jim Collins, qui a entre Oui. autres fait le livre From Good to Great. Je trouve que c'est magnifique. Donc ouais, donc j'aime être entouré de gens brillants. On dit toujours qu'on est la moyenne des 10 personnes qu'on côtoie le plus. Donc autant Ah, essayer de s'entourer de gens brillants. tu as dit que tu travaillais avec un coach, ça fait longtemps? Oui, bah, ça fait à mon avis quelques années maintenant que je travaille avec Vincent Gérard. Il m'aide vraiment des fois à prendre de la hauteur, à voir la carte du monde de l'autre. On est quand même dans des fonctions. Donc moi, donc j'ai 42 ans, 2 enfants. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans le management et 5 ans dans une fonction exécutive. Ça reste quand même des sujets qui sont des fois compliqués, que c'est compliqué de se détacher de certains sujets. Les ressources humaines, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant, mais on peut aussi dire que on a un peu l'éponge de l'organisation. Donc, ouais, donc avoir un coach avec qui on peut discuter, challenger ses idées, avoir la carte du monde de l'autre et avoir plein de concepts comme ça, c'est vraiment, vraiment très enrichissant. Chouette. Mais ça nous amène sur ton rapport au leadership. Est-ce qu'il y a des principes dans lesquels tu crois profondément, des choses que tu vas appliquer systématiquement? Mais déjà, le livre From Good to Great de Jim Collins, de mon point de vue, c'est une recette pour avoir une société qui est extrêmement en croissance, et une croissance saine. Donc, on a repris, par exemple, eux, ils disent Great vision is a great people is irrelevant. Donc, on a beau avoir une grande vision, si on n'a pas les bonnes personnes, ça ne fonctionnera pas. Chez EVS, au niveau du département HR, on a un peu la même vision, sauf qu'on a remplacé people par team member, parce qu'on considère qu'on est tous dans le même bateau, et on parle vraiment du niveau d'engagement. Donc, pour moi, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on a beau avoir la plus grande vision du monde, si on n'a pas des employés qui sont engagés, on n'arrivera jamais à développer la vision et à atteindre l'objectif. Donc pour moi, il faut vraiment, et c'est ça que j'aime les ressources humaines, c'est vraiment considérer l'humain comme étant au cœur de l'organisation pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Et l'engagement, ça passe par beaucoup de dimensions. Donc je pense à la crédibilité, la confiance, le respect, l'équité interne. Le fun aussi, à un moment donné, on travaille quand même beaucoup, donc il faut aussi du fun dans son travail, donc de la fierté. Moi, je suis fier de voir les gens EVS avec des hoodies, ils portent haut les couleurs de l'entreprise, un très haut sentiment d'appartenance, sans tomber dans le côté dogmatique. Donc ça, ouais, donc le côté très haut niveau d'engagement, c'est une conviction qui est profonde chez moi. J'en ai d'autres, comme la discipline, par exemple. Je crois dans l'importance du cadre. Donc pour moi, le côté avoir des pensées disciplinées, des personnes disciplinées, des actions disciplinées, je trouve que c'est extrêmement important. Si on fait un parallèle dans le monde, on va dire, privé, le code de la route. Pour moi, le code de la route montre l'importance du cadre. Donc, il y a un code de la route, c'est extrêmement discipliné, il y a des vitesses, des règles. Si on retire le code de la route, on ne sait plus se déplacer, on n'a plus de liberté. Et donc, pour moi, je vois la discipline comme étant bien définir un cadre pour permettre 100% d'autonomie et de liberté à l'intérieur du cadre. Ah oui. Après, quelque chose qui, moi aussi, me fait vivre, c'est le côté cohérence. Donc, j'aime la cohérence. Je ne supporte pas l'injustice. Et pour moi, le côté cohérence dans une organisation, c'est extrêmement important. Que ce soit cohérence en termes de bon équilibre entre attirer des nouveaux talents et garder nos talents. Le côté que quand quelqu'un, que ce soit, il entend parler de nous, ou il postule, ou il a son onboarding, ou ça fait 5 ans qu'il est chez nous, il doit y avoir une cohérence. Enfin, je veux dire, si on était un magasin, on met pas les plus belles pièces en vitrine pour que les gens rentrent dans le magasin. Ça ne sert à rien. Donc, pour moi, le côté cohérence est extrêmement, extrêmement important. Et j'en parlais plus tôt quand on parlait de juste et équilibré. Ça, pour moi, c'est aussi
très important. Quand on prend des décisions, quelles qu'elles soient, elles doivent être justes et elles doivent être équilibrées. Et donc, je porte aussi très haut des convictions comme l'équité et pas l'égalité. Donc, pour moi, une entreprise, Tu tout fais comme ce qui est différence? comme pour moi, par exemple, tout ce qui est on doit pouvoir expliquer pourquoi est-ce que telle fonction a potentiellement tel bénéfice, alors que telle fonction ne l'aurait pas. Donc, que ce soit des schémas de variables, que ce soit des voitures de société. Donc, dans une entreprise, il y a plein de bénéfices ou de décisions qui sont prises. On doit à chaque fois pouvoir expliquer le pourquoi et on doit s'assurer que c'est équitable Oui, et pas égalitaire. Ce sont deux choses qui sont vraiment, vraiment différentes. oui. Donc pour moi, c'est ça. Donc il faut vraiment avoir des convictions qui sont en ligne avec la stratégie de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise et avec ses propres valeurs. Donc d'autant plus quand on est dans les ressources humaines et qu'on est membre de la leadership team et entre guillemets, on est le garant, on va dire, des ressources humaines et de la culture. Il faut vraiment que les décisions qui soient prises soient en ligne avec les valeurs de l'entreprise et ses propres valeurs. Sinon, c'est pas, on ne reste pas dans la durée. Tu parlais d'équité et de sentiment de justice ou d'injustice. C'est vrai que c'est important dans les organisations. Si on n'a pas d'équité, je pense que les gens vont vivre ça comme une injustice et ça va amener de la colère. Or, la colère n'est pas un moteur positif dans les organisations. Elle peut même se retourner un moment contre l'organisation elle-même, contre le leadership, d'où l'importance de maintenir de l'équité et de la justice dans les organisations. Tu parlais d'engagement. C'est quelque chose que vous mesurez chez EVS? Oui, donc on mesure, donc on fait deux choses. Donc on fait ce qu'on appelle une engagement survey une fois par an. Donc là, on Ah a oui. plus de 100 questions qu'on envoie à l'ensemble de nos collaborateurs. Ce n'est pas anonyme, mais c'est géré de façon extrêmement confidentielle par seulement 3 personnes du département des ressources humaines. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas anonyme? Parce qu'en fait, on veut vraiment arriver à mesurer le niveau d'engagement et donc indirectement la crédibilité, le fairness, la camaraderie, ce genre de thématiques importantes. Et on veut le mesurer avec plein de dimensions. Donc on peut être capable de dire, OK, on a un problème de fairness dans telle équipe. On a un problème de fierté dans telle tranche d'âge. On a un problème au niveau d'un sentiment de politique dans tel office. Et donc, nous, on a 23 bureaux dans le monde. On a des offices qui sont vraiment gros. Le headquarter, c'est à Liège, ici, on est 400. On a des bureaux en Angleterre, à Guils, qui sont aussi des plus gros bureaux. Aux États-Unis, pareil. Mais on a aussi des plus petits bureaux, ils sont 4-5. Et donc, si on doit respecter minimum 10 personnes dans la même fonction, on n'y arrive pas. Et donc, on a vraiment ce côté. Donc, ça fait depuis 6 ans maintenant qu'on a notre engagement survey. Et ça nous donne énormément d'informations. Et c'est peut-être mon côté ingénieur, mais je reste persuadé que les données, c'est l'or de demain. Et donc, on a maintenant un très bon niveau de données, très bonne maturité de données. Et donc, on peut vraiment prendre des décisions chirurgicales pour toujours maintenir ce haut niveau d'engagement. Puis, en parallèle, il y a aussi le côté, on pourrait se dire que certains n'osent pas s'exprimer. Donc, on fait par quarter, donc tous les 3 mois, un team member NPS, donc le Net Promoter Score. Ça, c'est 100% anonyme. Et c'est vraiment un pulse, et on voit que les deux sont assez alignés. Chouette. C'est assez original de faire un survey qui n'est pas anonyme. Comment le personnel a réagi à ça? Honnêtement, si c'est pour avoir quelque chose d'anonyme, mais qu'on ne sait rien en faire derrière, donc le Team Member NPS, donc le Net Promoter Score, il permet de voir que je pense qu'on a un Net Promoter Score de 60, qui est extrêmement haut. Oui. Donc c'est très bien, c'est positif. Et quarter après quarter, si on voit que ça commence à diminuer, ben c'est bien. Enfin, c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, c'est bien de voir que ça diminue parce qu'on peut prendre des actions. Mais quelles actions est-ce qu'on doit prendre? Ici, on est quand même à des gens, donc on a plus de 9 personnes sur 10 qui sont extrêmement engagés dans l'entreprise, qui sont vraiment qui considèrent que c'est top de chez top. Et donc, on veut maintenir ce très haut niveau d'engagement. Et oui, donc on prend vraiment des décisions à gauche, à droite. Et alors, pour moi, quand je parle d'avoir une entreprise qui est en ligne avec les valeurs, on ne peut pas à droite mettre très haut la confiance, la culture du feedback, et à gauche donner des feedbacks qui sont pas anonymes. Et donc, oui, donc ça fait partie de la culture. Ce que tu viens de dire me parle beaucoup. Je trouve que c'est pratiquement un oxymore que de prêcher une culture de la confiance et puis faire du feedback anonyme. Alors on sait d'abord qu'il y a un risque de trollisation. On voit sur Internet comme sous couvert de l'anonymat, l'humain peut parfois révéler des faces qui ne sont pas les plus glorieuses. Mais je trouve que le message qu'on envoie
implicitement, quand on garantit l'anonymat au personnel pour s'exprimer, c'est il vaut mieux qu'on ne sache pas qui vous êtes si vous dites vraiment ce que vous pensez. Ben non, il faut une culture dans laquelle c'est normal de dire ce qu'on pense et on est félicité, on accueille le feedback quel qu'il soit, plutôt que de devoir protéger quelqu'un qui aurait quelque chose à dire qui plairait pas. Oui, tout à fait. Et le fait qu'on a aussi ce team member NPS qui est 100% anonyme permet de, si on avait vraiment une grosse différence entre l'engagement survey et le team member Net Promoter Score, là on pourrait se tracasser, mais en fait on voit qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes en termes de résultats globaux. C'est génial. Tu vois, tu as dit toi-même, c'est juste et équilibré. Je reprends ton principe de juste et équilibré. Tu n'es pas parti Mais dans oui, un extrême complet, c'est juste et équilibré, c'est chouette. et on doit savoir l'expliquer. Et quelqu'un qui ne serait pas d'accord, s'il n'est pas d'accord, c'est qu'indirectement, il n'est pas d'accord avec la culture d'entreprise qu'on veut voir vivre. Et donc, voilà, il n'est pas d'accord, il le sait, et puis il peut aussi nous quitter. Donc, oui, pour moi, on doit juste faire les choses proprement, les faire bien avec du sens, et ouais, que ce soit juste et équilibré. Qu'est-ce que vous avez comme turnover volontaire? Il est très faible. Donc, quand j'ai pris le département en 2018, je pense qu'on était à 20% de taux de turnover. On sortait de la transformation agile qui avait été quand même compliquée. Et ici, je pense que d'ici fin d'année, on aura un taux d'attrition, donc de démission de l'ordre de 7%. Et le On est turnover sera, à mon avis, de 12% parce qu'on est en croissance. Donc, vu que le ouais, turnover, il prend les entrées et les sorties. Mais je pense qu'on a, à mon avis, 20 démissions depuis le 1er janvier sur ouais, 760 collaborateurs. Donc, tous ouais. les indicateurs montrent que c'est pas du vent. Enfin, je veux dire, vous Non, prenez le top employeur, donc ça fait 3 années de suite qu'on a le top employeur et qu'on progresse année après année. Vous prenez le taux de démission, vous prenez l'attractivité en termes d'employer branding, l'engagement survey, le team member NPS. Ouais. la cohérence, parler de cohérence. Ça n'importe pas d'avoir un label externe, un Best Employer ou un label équivalent. De nouveau, pour moi, c'est la cohérence. C'est la même chose que d'avoir un survey anonyme qui est le Net Promoter Score et un survey non anonyme qui est l'Engagement Survey. Et ici, on a notre Engagement Survey qui nous dit des choses. Et puis après, on a Top Employer qui est un audit externe sur 300 pratiques au niveau HR. Et donc, qui confirme à travers une vue, on va dire, neutre et externe, comment est-ce qu'on a des pratiques au niveau du département des ressources humaines. C'est la même chose avec l'ESG. On a aussi des certifications au niveau d'EcoVadis, par exemple, qui nous auditent. Et je trouve ça bien d'avoir une somme de choses, du feedback Cohérence, interne et du feedback externe. cohérence, magnifique. Alors Pierre, on a parlé des principes de leadership dans lesquels tu te reconnais. Est-ce qu'il y a des idées courantes dans les RH ou le business avec lesquelles tu serais en désaccord? Ouais, je suis souvent en désaccord sur beaucoup de choses. C'est ma soif de faire bouger les choses. Donc, je suis fatigué par les posts LinkedIn sur manager versus leader. Enfin, je trouve que c'est stérile. Je suis aussi un peu fatigué des débats sans fin et par moments sans fond sur la place du HR. Donc, pour moi, la fonction HR est une fonction qui se remet en question en permanence sur sa légitimité, sur sa place. Pour moi, il faut prendre la place qui nous semble être la plus juste. Au niveau de VS, je suis dans la leadership team, je suis extrêmement proche de Serge, le CEO. Voilà, on est là en support du business. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et des fois, je trouve qu'il y a des discussions qui ne doivent pas avoir lieu d'être. C'est Euh, curieux, hein, cette capacité à RH à se remettre en question soi-même. On voit pas ça en IT, en finance, en marketing, enfin, ce sont des fonctions établies. C'est curieux que notre profession ait cette tendance-là. oui, après, et au risque de déplaire, je trouve aussi que le monde HR, par moment, est trop poussiéreux. Ok. Et moi-même, quand j'étais côté business en 2018, j'étais assez critique sur certaines pratiques HR, EVS ou ailleurs. Hein. Je ne pointe pas du tout du doigt mes prédécesseurs, loin de là. Mais par moment, je trouve que HR manque d'innovation, n'est pas assez en support du business. Pour moi, il y a encore des personnes qui pensent que le département HR est un département de support, là où il est plutôt un département qui va enabler. Donc, c'est plus que du C'est quoi la support, c'est différence? vraiment Qu'est-ce que tu fais enabler, comme quoi. différence sémantique? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu fais comme différence sémantique entre un département de support et un enabler? Moi, j'ai le sentiment que le département, si on considère HR comme étant du support, il va plutôt être réactif. Là où enabler, qui se traduit pas super bien de l'anglais, c'est plutôt
on est autant proactif que réactif. Et si on prend par exemple un département HR, quand je l'ai repris, je le disais, je trouvais que c'était des experts administratifs. Ils faisaient plein d'autres choses, mais ils étaient aussi experts administratifs. Et pour moi, il manquait de stratégie, il manquait de compréhension du business et il manquait de changement, accompagnement du changement et des transformations. Et on dit toujours que si on prend un tabouret, la force du tabouret, c'est le pied le plus faible. Et donc, en fait, on a beau avoir une super bonne, on va dire, partie administrative, si la stratégie n'est pas la bonne, le taux de turnover va être haut. Donc, en fait, l'administratif va être débordé de chez débordé. Et donc, pour moi, il faut vraiment travailler sur la partie operation et service delivery, dans la partie administrative, sur la partie stratégie et s'assurer que la vision HR est en ligne avec la vision de l'entreprise, une très bonne compréhension du business, et puis après, être des agents du changement. Et donc, pour moi, c'est là où je vois le côté enabler, où en fonction de où on se situe dans certains cycles, que ce soit les M&A, les transformations organisationnelles, des fois, on va être plutôt en mode stratégique, des fois plus en mode agent du changement, des fois en mode compréhension du business. Et les 4 sont importants. Et pour moi, c'est une équation avec des fois. S'il y en a un qui est défaillant, l'ensemble est défaillant. Ouais. J'aime bien quand tu dis qu'il y a un côté plus proactif dans Enabler. Moi, j'ai toujours l'impression qu'un département support, il est dans une position un peu subordonnée, un peu réactif, il fera ce qu'on lui demandera de faire. Tandis qu'un Enabler, il prépare le terrain pour permettre au business de s'épanouir. Et donc, je Oui, trouve tout qu'il y a à fait. vachement Et plus de c'est pour ça que, par proactivation d'un exemple, environnement. au niveau, par exemple, de la stratégie HR qui a été mise en place, donc au niveau de la mission HR, donc, je vais l'expliquer en 5 minutes, comme ça tu comprends vraiment le côté enabler. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique à tous les nouveaux qui arrivent. Donc on explique qu'on est basé et que tout ce qu'on fait au jour le jour, c'est pour supporter une mission qu'on appelle les 6 B. Les 6 B. Donc le premier, c'est le côté bring, donc c'est attirer des nouveaux talents. Et on pourrait juste dire on attire des nouveaux talents. Non, non, notre objectif, c'est d'attirer des nouveaux talents là où il se situe. Donc en fait, on a 23 bureaux dans le monde, on est en train de faire des M&A. Donc en fait, on doit être capable d'onboarder des clients, pas des clients, des employés partout dans le monde. Et en même temps, on doit aussi préparer les équipes à travailler avec des gens qui sont partout dans le monde. Donc moi, le premier B, qui est le bring, c'est vraiment apporter des nouveaux talents, préparer les équipes à avoir des nouveaux talents avec potentiellement un collègue qui est basé à Porto ou un autre qui est basé à Fairfield, tout près de New York. Puis après, le deuxième B, c'est le build. C'est vraiment le côté, on va développer en continu nos team members, nos employés. Le monde évolue, les technologies évoluent, les façons de communiquer évoluent, tout évolue. Et donc, chez nous, on met un très, très haut niveau dans le développement continu, que ce soit à travers du coaching, des formations internes, des formations externes, tout ça pour répondre aux enjeux d'entreprise. Puis après, le troisième B, c'est bridge. Donc, c'est vraiment créer des ponts. On a 23 bureaux dans le monde. On veut s'assurer que les gens travaillent facilement d'un bureau à un autre, mais aussi d'une équipe à une autre, d'un département à un autre. Le boost. Moi, j'adore le boost, qui est le 4e B de notre mission HR. C'est vraiment s'assurer qu'on a la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Donc, je crois très fort dans les mobilités internes. Je suis moi-même le résultat de plusieurs mobilités internes. Et donc, pour moi, le meilleur moyen de booster nos employés, c'est justement de garantir un taux de mobilité interne. Et des fois, quand on parle d'être enabler, on va être proactif. Et on pourrait commencer à donner à des responsables de département la durée de chaque personne dans sa fonction. Moi, je préfère de loin quelqu'un qui décide de quitter son département que quelqu'un qui décide de quitter l'entreprise. Au niveau bind, tout à fait, changer d'emploi sans changer d'employeur. Et aussi changer potentiellement de responsable hiérarchique, changer de terreau, apprendre la vision de l'autre. Le 5e B, c'est le bind. Donc, c'est vraiment le niveau d'engagement. Ça, on en a déjà parlé. On s'assure qu'on a le plus haut niveau d'engagement dans l'entreprise à travers des axes importants comme la fierté, la crédibilité du management, de la stratégie, ce genre de choses. Et le dernier B, c'est le bind. Le bonds, plutôt. Bonds, donc le bonds, le fait de partir. Et donc, quand on fait le meeting d'onboarding avec Serge, le CEO, avec les nouveaux, on a ça tous les mois, on explique la stratégie. Et le dernier B, en effet, c'est partir. À un moment donné, si un employé n'est plus en ligne avec les valeurs de l'entreprise, ou si sa contribution ne correspond plus, il est naturel de partir. Et je trouve que la boucle est bouclée. Et donc, moi, quand quelqu'un quitte, je suis toujours, entre guillemets, content s'il part pour quelque chose qu'il n'aurait pas su avoir chez nous, Mais ça,
Voilà, donc c'est un côté développer nos employés, transformer l'organisation, assurer un très haut niveau d'engagement et faire en sorte que EVS soit la plus belle ligne qu'ils ont sur leur CV. C'est magnifique. On en parlait en préparation de ce podcast, hein, Pierre, d'un chef étoilé qui avait dit que son succès, c'était le nombre de jeunes qui étaient passés par chez lui, qui à un moment étaient capables d'ouvrir leur propre restaurant et aussi d'obtenir une telle récompense. Voilà, quitter, c'est un moment nécessaire aussi dans le développement d'une carrière. Pas pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est nécessaire. On peut être fier aussi de les voir évoluer ailleurs. Si on réfléchit pas au monde de l'entreprise de manière égoïste et avec des frontières complètement fermées. Oui, oui, en sachant qu'un départ n'est jamais indéfini. Il y a des gens qui nous quittent et qui reviennent. Ah, vous avez des gens qui reviennent? Ah, tu peux nous parler de ça, oui? On a ce fameux boomerang club, comme on l'appelle dans les entreprises, des gens qui nous ont quittés et puis qui par moment reviennent. Donc je dirais que dans les gens qui partent, à mon avis, il y en a 1 sur 4 ou 1 sur 5 qui repostulent chez nous. Oui, Et on ne va pas forcément tous les reprendre, que les choses soient claires. Donc pour moi, ouais. le critère pour les reprendre, c'est si le fait qu'ils sont partis est toujours présent ou pas présent dans l'entreprise. Imaginons un développeur qui était chez nous quand on était 200 et qui faisait du développement, mais aussi un petit peu du support et aussi un petit peu une relation client, plutôt on va dire une plus petite PME. OK, maintenant on est 750, le développeur, il est principalement sur le développement produit. On a du support au niveau 1, 2, 3, voire de l'expertise avec un niveau 4. Donc pour moi, quelqu'un qui quitterait pour une raison structurelle, et en fait il repostule chez nous parce qu'il n'est pas content ailleurs, mais la raison structurelle pour laquelle il est parti est toujours présente, ça on ne va pas le reprendre. Parce qu'en Non. fait, ce serait une mauvaise idée pour lui et pour nous. Par contre, s'il est parti parce qu'il voulait, par exemple, découvrir des nouvelles technologies, il voulait améliorer son anglais, quelle que soit la raison, et en fait c'est un atout de revenir chez nous, alors on le reprend. Et on a aussi des gens qui nous ont quittés et qui reviennent dans un autre bureau ou dans un autre département. Et ça, c'est toujours aussi enrichissant. C'est le développement en dehors des frontières habituelles de l'entreprise, finalement. Oui. Comment tu vois les aspects rémunération quand quelqu'un revient? Est-ce qu'il y a des pratiques spécifiques au niveau rémunération? Ah oui, ça c'est un sujet qui est aussi important. Donc pour moi, on doit s'assurer de nouveau de la cohérence. Donc quelqu'un qui est parti, ils sont rares ceux qui repostulent pour la même fonction, mais quelqu'un Mhm. qui repostulerait pour la même fonction, on doit regarder potentiellement comment aurait évolué son salaire, quelles sont les compétences et les connaissances qu'il a appris ailleurs. Mais on doit être prudent. On doit être prudent par rapport à ça, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit une fuite de talent. Donc on doit toujours faire ça de façon posée, juste et équilibrée, pour reprendre le terme du début du podcast. Et alors, dans ce genre de décision, souvent, quand on doit la prendre, on se dit, si demain la décision est publique, est-ce qu'on est gêné? Imaginons Oui. que quelqu'un est parti, il revient C'est après ton deux test, ans. c'est ton test d'adéquation, de justesse. Ouais, ouais. Et donc il revient après 2 ans, imaginons, ouais, on veut vraiment l'avoir, on va augmenter son salaire de 40%. Ok, ben, en fait, si demain c'est public, on est gêné par rapport à Oui. ses collègues qui, eux, sont restés pendant le Covid à tenir le bateau bien droit. Donc on ne fera pas une offre exagérée, parce qu'en fait, si c'est public, on est gêné. Donc ça, c'est un peu notre C'est ça ligne ta rouge, le boussole. côté garde-fou. Oui, chouette, chouette. Cet effet d'employé boomerang, moi je l'ai connu aussi dans une société. À un moment, j'avais évoqué, mais je n'ai pas été suivi, qu'à la fête de Saint-Éloi, on leur demanderait de faire une chorale pour chanter les louanges de la société à leur retour. Mais l'idée n'a pas été suivie par... Après, il n'y a pas besoin de faire ça pour que ce soit des magnifiques ambassadeurs, hein. Les Ah, personnes qui oui, nous reviennent peuvent être des très très bons ambassadeurs, de un petit peu expliquer aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a aussi pas mal de gens chez nous en fait qui n'ont des fois connu que EVS, donc d'accord. ils pourraient considérer que c'est normal d'avoir des fruits à midi, de commander traiteur, d'avoir une carte politique qui est attractive avec le fait qu'on offre la recherche au domicile, un bâtiment qui est devenu un outil de travail et maintenant un lieu de rencontre. Donc ouais, des fois, les gens qui reviennent sont très souvent, Bien, quand on alors, les a repris, c'est qu'ils sont ça des peut très nous bons amener ambassadeurs. à parler de la culture alors de VS. Comment tu Ouais. décrirais la culture de VS? Déjà, définir le mot culture, c'est déjà pas Oui, facile. Donc, non. j'aime bien la phrase un peu choc du management 3.0 qui dit que la culture de toute organisation est façonnée par le pire comportement que l'on est prêt à tolérer dans l'entreprise. Et je trouve que Waouh! c'est un peu un pied de nez qui est, OK, en fait, quel comportement est-ce qu'on tolère? Et parce que chaque comportement impacte la culture. Euh,
moi, comment est-ce que je décrirais la culture? Je la décrirais plus comme étant un héritage. En fait, ça appartient pas vraiment à quelqu'un, ça perdure. Demain, si je quitte EVS et que je reviens dans 5 ans, que ce soit chez EVS travailler ou juste, voilà, on m'invite pour les 35 ans de l'entreprise, ben, je serais fier de voir que la culture a continué à vivre, parce qu'en fait, elle est liée à la somme des individus. Donc ça, je trouve que c'est mieux. Et si je veux vraiment dire au niveau de l'entreprise, EVS, comment est-ce que je la définirais? Je dirais qu'elle est cohérente. Donc, de nouveau, c'est un côté cohérent. On ne peut pas à droite avoir teamwork dans nos valeurs et à gauche accepter des divas. On ne peut pas dire qu'on est tous des team members et à gauche avoir des plaques de parking réservées pour la direction. Donc non, nous, notre culture, elle est cohérente. C'est une culture qui est forte. Donc le sentiment d'appartenance, l'employer branding, donc on a une culture qui est vraiment, vraiment forte dans l'entreprise et qui est le résultat de 30 ans de travail de tous nos employés et de tous les managers qui se sont succédés. Hein. Donc c'est vraiment pas uniquement HR qui drive la culture. Des fois, on dit qu'on est un peu le garant de la culture. Il y a donc une culture forte. Puis après, on a une culture qui est en ligne avec l'ADN de l'entreprise. Et ça, des fois, je trouve qu'on ne définit pas assez l'ADN de l'entreprise. Et quand je parlais de Serge en début du podcast, où je disais que c'est un capitaine d'industrie, Serge, une des premières choses qu'il a fait en arrivant, c'était de clarifier l'ADN de l'entreprise. Est-ce qu'on est Customer Intimacy? Est-ce qu'on est Product Leadership? Ou est-ce qu'on est Operational Excellence? On est Customer Intimacy. Moi, demain, si je suis responsable des ressources humaines dans une société Customer Intimacy, je mettrai une culture et une stratégie HR assez en ligne avec ce qu'on a en place ici. Demain, je suis dans une société opérationnelle excellence, comme on pourrait dire, par exemple, Colruyt, la stratégie sera différente. Et donc, avoir une stratégie HR qui est en ligne avec l'ADN de l'entreprise, pour moi, permet d'avoir une culture que je considère comme étant forte et comme étant cohérente. Donc Et cette puis après, nouvelle il y a les approche, valeurs. c'est que les employés vivent ce qu'on déclare être l'ADN de la société, et que finalement ce soit cohérent jusque dans les processus RH alors. Tout à fait. Et donc, nous, on est Customer Intimacy. Donc, le fait qu'on est Customer Intimacy, c'est qu'on va vraiment prendre soin du client, qu'on n'est pas forcément les plus innovants. On n'est pas les premiers à sortir quelque chose, mais on va plutôt sortir quelque chose avec énormément de qualité et puis dépasser en termes d'innovation. Et donc, on n'est pas non plus dans l'opérationnel excellence où on est opérationnel excellence, c'est un peu d'elle, par exemple. C'est vraiment du fluide et on va s'assurer que tout est picobello. Non, non, nous, on est plutôt agile en support du client. Et le meilleur moyen de prendre soin du client, c'est de prendre soin de l'employé. Et donc, on a une approche d'employeur caring. L'employé chez nous, on met tout en place, que ce soit en termes de santé financière, mentale, physique, émotionnelle, le côté bénéfice. Tout ça est réfléchi. On en parlait il y a 15 jours dans le cadre d'une réunion avec Auria. Chez EVS, on n'a pas de chèque repas au niveau de la Belgique. Il y a beaucoup de Ah sociétés qui ont oui. des chèques repas. Chez nous, on n'a Mhm. pas de chèque repas. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement bien qu'on n'a pas de chèque repas. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On offre à manger sur le lieu de travail. Donc, on peut commander traiteur la semaine qui précède. Donc, on commande traiteur le jeudi pour la semaine d'après. Qu'est-ce que ça permet? La personne qui aura un chèque repas, potentiellement, va le donner à son mari ou à son épouse pour aller faire les courses. Il va manger rapidement à son bureau quelque chose qu'il a amené chez lui, ou il va prendre son chèque repas pour aller manger à l'extérieur, potentiellement un fast-food. Ici, on peut commander pour essayer gratuitement, ça coûte le montant d'un chèque repas, donc je pense que c'est 1,12 €. On peut commander à manger, traiteur, ce sont des traiteurs qui sont locaux, c'est sain, les gens vont prendre un vrai temps de midi, ils vont se réunir à la cafétéria où potentiellement on a des clients, on a d'autres départements, et donc simplement cette petite chose fait qu'on a un bâtiment qui est devenu un outil de travail, qui est devenu un lieu de rencontre. Donc tout ce qui est mis en place chez nous, c'est une somme de plein de choses et réfléchi pour que on ait des rencontres, des employés engagés. Et ouais, tout ça est fluide. Le thème cohérence, là, vraiment, il prend tout son sens. Tu as, d'autres exemples comme ça de comment tu arrives à traduire cet ADN de Customer Intimacy dans des actions que vous prenez vis-à-vis des employés? C'est une somme de tout. Donc, par exemple, nos formations. On forme énormément nos employés donc pour gérer le stress, pour gérer le feedback. Parce que quand on parle de clients, il y a des fois des clients qui vont se plaindre, ou on doit revenir vers eux. Donc, il y a un côté formation continue qui permet de les aider.
Il y a un côté mise en place de bénéfices. Donc, on a entre autres Alan, une des raisons pour lesquelles j'avais rencontré il y a 4-5 ans quand on avait mangé. Alan, je trouvais ça extrêmement novateur. Et donc, l'employé a la possibilité de prendre dans le plan cafétéria une assurance dentaire pour les enfants. On a Internet, on a les mobiles, donc on a plein de choses, Et un petit moment mais de toujours pub dans la d'ailleurs. cohérence. Par exemple, le Charity Day. Le Charity Day, c'est aussi un bon exemple. On a mis en Ah, place le c'est quoi? Charity Day. Donc, le Charity Day, ça permet à un employé de prendre congé pour aller aider une association. Et donc, si on avait juste mis en place le Charity Day, on pourrait dire que c'est un peu du greenwashing et de l'ESG. Mais en fait, nous, on a mis en place le Charity Day et on relance presque tous les mois sur notre réseau interne des opportunités pour aller prendre ce Charity Day. Et on a comme ambition que de plus en plus d'employés prennent un jour de congé offert par EVS pour aller aider une association. Donc, c'est vraiment une somme. On a énormément de bénéfices qui sont aussi des bénéfices non financiers. Donc, le Charity Day en est un exemple. Les fruits, le fait qu'on a des cours de jogging, le fait qu'on pousse un peu le sport, tout ça, c'est aussi du non financier. Ouais, donc, c'est une somme de tout. Et à chaque Oui. fois, pour revenir sur la culture, à chaque fois, on a en fondation les valeurs qui sont la passion, l'excellence, l'innovation. Et tout ça fait un bon mix. Ben, j'en profite pour glisser deux petites pubs. Alors, une pour le podcast, donc on a Jean-Charles Samuelian-Werf, le fondateur d'Alan, qui est un vrai visionnaire, qui participe aussi à ce podcast d'IHR Masterclass. Et pour les sociétés qui sont intéressées, pour les auditeurs qui sont intéressés par des journées de charité mais ne savent pas comment les organiser, il y a une société à Bruxelles qui s'appelle Impact Valley et qui propose de récolter toute une série d'offres et de besoins et de faire rencontrer l'offre et la demande. Donc Impact Valley, ils font un très chouette boulot aussi et ils sont très créatifs pour les sociétés qui veulent aller dans ces directions-là. Chouette. Alors, au niveau de la culture, tout n'est pas toujours rose. Qu'est-ce que ça peut créer comme tension quand on a une culture comme ça, comme tension, comme paradoxe, comme dilemme? On est dans un monde qui n'est pas que simple et linéaire. Non, ça c'est sûr. Donc pour moi, il y a des tensions. Dès qu'il y a des transformations au niveau de l'entreprise, derrière, on pourra avoir des tensions. J'ai eu la chance de voir ou de participer à plusieurs transformations. Est-ce qu'on peut parler de transformation culturelle? Je ne sais pas trop, mais quand j'ai rejoint EVS en 2008, le CEO était le fondateur. C'était Pierre Loest. Donc j'ai vu le passage d'un CEO qui était le fondateur à un CEO qui est nommé, on va dire, par le conseil d'administration. J'ai eu la chance, et là j'étais plus actif avec Axel et Christophe et d'autres de la guilde, sur la transformation agile en R&D. Donc ça, c'était aussi, à un moment donné, une transformation assez fondamentale avec la mise en place du framework Scrum et de l'agilité. Et j'ai moi-même transformé quand même pas mal ici le département HR pour qu'il soit de plus en plus en support du business, en agent du changement. Et ce que j'aime bien de dire, c'est que il y a une phrase de Schopenhauer qui dit que toute vérité traverse 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis après, elle subit une forte opposition, et ensuite, elle est vue comme étant une évidence. Et en fait, pour les 3 exemples que j'ai donnés, c'est ça qui se passe. Quand on a commencé à mettre en place l'agilité, il y a des gens qui rigolaient de ça, en disant « Mais non, c'est n'importe quoi, Mais... Et donc, on essayait de ridiculiser l'initiative. Puis après, les gens se disent, oui, en fait, ils ne blaguent pas, ils sont vraiment en train de le faire. On est en train d'avancer dans plus d'agilité ou plus d'innovation dans le département HR ou en fait un CEO qui n'est plus le fondateur. Et puis là, il y a une opposition. On peut commencer à avoir une partie de l'organisation qui va plutôt être en opposition. Et puis après, quand on a traversé tout ça, entre autres avec le change management et l'importance du change management, alors on arrive sur la partie, en fait, c'est vu comme étant une évidence. Si on regarde en arrière, c'est évident que la transformation agile en R&D était nécessaire. Si on regarde le département HR, aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 5 ans. Et c'était une transformation qui était nécessaire. Mais quand on est dans ce parcours et des fois un peu embourbé, ouais, c'est pas toujours, facile. Il faut du courage. Hein. Moi, je me suis laissé dire que dans la gestion du changement et de la transformation, si tout le monde était d'accord tout de suite, ben, il ne s'agirait pas de changement. Oui, puis après, on s'amuserait moins. Hein. Donc, en termes de paradoxe et de dilemme et d'incertitude, donc, comment est-ce qu'il faut travailler? Donc, de mon point de vue, il faut savoir qu'à chaque fois, ce sont des transformations humaines. Donc, on doit s'assurer de maintenir un haut niveau d'engagement,
d'énergie et que nos employés soient committés dans le changement. C'est sûr que tout changement, des fois, entraîne potentiellement l'un ou l'autre départ, quelqu'un qui ne serait peut-être pas d'accord avec la vision du futur. Quand on passe d'un monde, je veux dire, hardware à un monde software, quand on passe, quelles que soient les entreprises, comment est-ce qu'elles traversent, il y a des fois des gens qui ont bien compris le changement, mais qui n'ont pas envie du changement. Et je les respecte tout à fait. Je veux dire, EVS, quelqu'un qui met bien l'EVS quand on était 100 et qu'on était principalement sur Liège, c'est pas le même EVS qu'aujourd'hui, où on est 750 avec 5 centres R&D et 23 bureaux dans le monde. Donc pour moi, il faut vraiment accompagner l'employé avec de la communication en permanence. Le modèle ACAR, par exemple, de chez Nexum, avec Oui. quel est le niveau d'awareness, quel est le niveau de désir, quel est le niveau de connaissance, quel est le niveau de compétence, qu'est-ce qui est mis en place pour renforcer. Donc, pour moi, il y a toute cette partie communication extrêmement importante. Et entre autres, quand on parlait de la transformation agile, qui s'inscrivait dans une transformation d'entreprise, on avait réécrit à l'époque, donc c'était Muriel avec la leadership team de l'époque, la story for change. D'où on vient, où on est, où on va. Donc pour moi, tout ça, c'est important. Puis après, on en parlait de la discipline. Dans le cadre d'une transformation, il faut du courage, il faut de la discipline, il faut des fois utiliser certains frameworks, et voilà, avoir des pensées disciplinées, des actions disciplinées, des employés qui ont un certain niveau de discipline et d'accountability. Puis après, il faut de la persévérance. Ça, c'est évident. Aucune transformation se fait du jour au lendemain. Donc, il faut de la persévérance et y croire encore et encore. Ça, c'est sans aucun doute. J'aime la phrase qui dit que la stabilité n'est plus qu'un état transitoire entre deux changements. Ça, c'est la vérité du monde d'aujourd'hui. C'est la journée des phrases inspirantes. Je voudrais revenir sur la discipline et le cadre. Tu as parlé tout à l'heure de la discipline et de l'importance d'avoir un cadre. Et tu as aussi dit que la culture, alors je vais te paraphraser, dans la culture et le management 3.0, que c'est le comportement qu'on tolère qui fait notre culture. Oui. Comment tu recadres quand il y a des comportements hors cadre? Comment tu ou comment EVS gère ça? Dans un monde idéal, ça devrait s'auto-recadrer. Donc, le management 3.0 dira que L'autodiscipline. ouais, donc le management 3.0, l'une de leurs phrases, c'est aussi que le management est trop important que pour le laisser au manager. Et en fait, il faut gérer le système, manager le système. Donc, je crois dans le fait, et par exemple, la méthode agile est très bien pour ça, avec le côté faire des rétrospectives. Quand on fait une rétrospective avec qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui est en dehors de notre cercle d'influence, ça permet à chaque fois des discussions et, de mon point de vue, de l'auto-recadrage. Après, on n'est pas dans du recadrer quelqu'un qui arrive en retard. Mais voilà, ça fait partie, de mon point de vue, d'avoir une culture d'entreprise où on met en place des rétrospectives, des moments de pit stop où on réfléchit comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Indirectement, c'est recadrer et c'est aller vers plus d'excellence. C'est ça. Donc c'est le système lui-même qui recadre. Dans un monde idéal. Mais par Dans un contre, monde. c'est vrai qu'on a mis chez EVS le management 3.0. Et puis là, maintenant, on est à un niveau où on a nos propres trajets de formation sur 8 jours, qu'on appelle les managers praticionneurs, où c'est un mix de management 3.0 plus certains outils, parce qu'il faut quand même pouvoir donner des objectifs, il faut pouvoir recadrer quand c'est nécessaire. Et donc, on a maintenant nos propres trajets de formation pour nos managers, parce qu'on voulait quelque chose de vraiment tailor-made, avec justement le pendule. C'est bien de tout co-construire, mais par moment, il faut des gens qui décident en fonction d'une situation qui le nécessite et trouver le bon équilibre. C'est des formations que vous organisez vous-même? Ce sont des formations qu'on organise nous-mêmes avec le support de l'un ou l'autre stakeholder externe. Donc, des fois, on se fait aider par des sociétés, mais l'ensemble du canevas est fait par nous, l'architecture des formations est fait par nous, et je pousse même le bouchon plus loin à toujours dire. Donc, c'est Christophe et Xavier qui sont en charge de ça. Donc, on a un pilier culture dans le département HR, culture et transformation, avec la partie formation, coaching. Je les pousse aussi à ce qu'ils invitent des gens à nos formations. Donc, pour moi, je trouve que c'est toujours très, très riche d'avoir des personnes externes qui viennent suivre notre formation. Alors, des fois, ça crée un peu des tensions, parce que nous, on les invite Alors, c'est ça, gratuitement. je t'interromps, mais donc des gens d'autres sociétés viennent comme Oui, participants à la formation? Ah, oui, alors là, on là aussi, on on définit les essaye de frontières prendre... habituelles.
Ouais, on essaye de prendre, non, en présentiel, principalement en présentiel, mais on le fait aussi en virtuel. On essaye d'avoir dans un groupe de 10 une personne qui viendrait d'ailleurs. Et c'est riche pour tout le monde, parce que c'est riche. On ne veut pas non plus, et quand je parlais on a une culture forte, mais on n'est pas non plus dans le dogme. C'est bien d'avoir quelqu'un autour de la table qui dit oui, mais bon, concrètement, chez vous, c'est comme ça, mais ailleurs, voilà ce qui se passe, et ça permet de challenger. Donc, on a plusieurs personnes, que ce soit dans le monde académique ou du réseau, qui sont venues suivre des formations Agile, Scrum, Management 3.0, communication. Oui, oui, c'est riche, c'est riche pour tout le monde. Ça démontre une très belle ouverture et une vraie réflexion sur un système plutôt ouvert plutôt que fermé, hein. Tout ça est très cohérent. Si on parlait un peu de ton style de leadership, comment tu décrirais, Pierre, ton propre style de leadership? C'est quoi, Pierre, le leader? Ah, ça, c'est pas facile à expliquer et à parler de moi-même. Donc, j'essaye tant bien que mal d'être le bon équilibre entre la bienveillance et l'exigence. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté balance dans ma tête, ou avec un haut niveau d'exigence, hein. On est quand même une société cotée, avec une ambition de croissance. On a un BIAG qui est extrêmement ambitieux, mais qu'on va atteindre. Donc, il y a un haut niveau d'exigence dans mon style de leadership. Mais il y a aussi un haut niveau de bienveillance, et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, si je parle du côté bienveillance, donc il y a 3 hashtags qu'on a dans le département HR, et je rêverais de mesurer ça tous les vendredis quand nos employés quittent le bureau, c'est est-ce qu'ils sont passionnés? Donc, à quel point est-ce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font? À quel point est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils accomplissent? Et à quel point est-ce qu'ils ont envie d'être lundi pour continuer à construire le futur? Donc pour moi, là, on est vraiment dans 3 indicateurs qui sont difficilement mesurables, mais qui est vraiment le côté passionné par ce qu'on fait, fier de ce qu'on accomplit, envie de construire le futur. Puis après, si on prend d'autres réflexions comme le framework Scrum, par exemple, donc le framework Scrum qui appartient à l'agilité, c'est faire la bonne chose, la faire correctement et la faire rapidement. Et donc, j'ai ça à chaque fois en tête. Donc, je considère que j'ai un style de management ouvert, exigeant et bienveillant. Mais je pense que le mieux, ce serait de leur demander. Tu pourras faire un deuxième podcast où tu leur demandes Ouais. leur avis. Alors, justement, à propos du podcast et des auditeurs, il y a 2 références intéressantes sur cette coexistence de bienveillance et d'exigence. C'est d'abord Vincent Lénart, qui est le grand coach français, qui a pas mal travaillé sur cette indissociabilité de bienveillance et d'exigence. Donc, on peut le trouver dans ses bouquins. Il a écrit pas mal de bouquins. Et puis, Amy Edmondson, dans son livre qui s'appelle The Fearless Organization, qui introduit la notion de psychological safety, où elle dit, voilà, la psychological safety, elle doit s'accompagner de hauts standards pour être dans la zone du learning. C'est avec de la bienveillance et de l'exigence qu'on va unlocker l'aspect organizational learning. Donc, s'il y en a qui veulent lire sur cette bienveillance et exigence combinée, voilà 2 sources que je peux recommander. Est-ce qu'il y a une erreur que tu pourrais partager avec, nos followers, une erreur de leadership dont tu as appris? J'ai tendance à vouloir aller trop vite. Donc, Mhm. on a dans l'entreprise les forces de Clifton, qui sont des Ouais. assessments des forces de chacun. C'est assez connu dans le monde HR, et chez EVS, on l'utilise pas mal. Et c'est vrai que dans mon top 3, j'ai Focus. Donc, j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Ça, j'en suis conscient. Et par moments, certaines choses prennent du temps. Et c'est pas qu'il faut beaucoup de temps de travail pour arriver à la décision. Par moments, il y a certaines décisions, certains changements, que ce soit dans les organisations, dans les équipes. Il faut juste laisser le temps au temps, que la poussière retombe, on va dire. Donc, ouais, donc je sais qu'en termes d'erreur et de vigilance, c'est ne pas vouloir aller trop vite. Mais ce J'ai n'est pas connu un toujours grand facile. leader qui disait, faire un bébé, ça prend 9 mois. C'est pas en mettant 3 femmes et en leur donnant 3 mois qu'on ferait un bébé. Non, mais par contre, avec 9 femmes qui tombent enceintes avec 1 mois d'intervalle, on a un bébé tous les mois. Donc, oui, je crois aussi dans la sérialisation et d'avancer sur plusieurs choses en parallèle, et d'être focus sur du multitâche. Alors, Euh, quand on a... Oui, pardon, je voulais pas non, t'interrompre. je voulais dire un deuxième point sur lequel il faut que je continue à m'améliorer, c'est choisir ses combats. Et ça, c'est vraiment difficile, parce que je pense qu'il ne faut pas mener tous les combats, il ne faut pas mener tous les combats de front. Et j'ai aussi Achiever dans mes forces de Clifton assez haut. Donc c'est difficile pour moi à droite de ne pas mener tous les combats, mais dans le même temps expliquer que la culture, c'est une somme de plein de petites choses.
Pour moi, c'est un peu comme l'éducation. On pourrait dire que la culture, c'est l'éducation d'une organisation. Et donc, qu'est-ce qu'on tolère pas? Voilà, un enfant fait ça. Donc, ouais, ne pas vouloir mener tous les combats ou ne pas vouloir aller trop vite sont deux sujets sur lesquels j'essaie de m'améliorer, entre autres avec Vincent Gérard. Mais je pense que c'est un trajet de vie pour moi. Chouette, merci, merci de partager ça si ouvertement. Au niveau de ton énergie, donc on sait quand on est dans une fonction comme la tienne avec beaucoup de responsabilités, de l'international, etc., que ça peut nous amener beaucoup d'énergie, mais ça peut nous en prendre aussi. Comment tu gères ton énergie? Ça, c'est une question un peu piège. On dit toujours que le meilleur moyen de réussir sa vie, c'est d'appliquer à soi-même les conseils qu'on donne aux autres. Je ne suis pas un bon exemple en termes de gestion d'énergie, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Donc, je pourrais passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs. Donc, je ne suis pas toujours le bon exemple. Donc, au niveau de l'équipe, au niveau de VS, on pousse beaucoup pour la santé physique, à avoir des cours de sport sur le temps de midi, à aller courir. Mais je devrais montrer l'exemple en moi-même en allant courir un peu plus, on va dire. Donc, ouais, moi, je vais plutôt me voir comme étant. On dit toujours que quelqu'un qui fait un burn-out, c'est parce qu'il travaille beaucoup, mais il a aussi un côté manque de passion. Donc, pour moi, Oui, tant que je travaille et que je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, mais ce que je fais a du sens, est en ligne avec mes valeurs et continue à me passionner, donc ça rejoint un peu les trois hashtags d'être passionné par ce qu'on fait, fier de ce qu'on accomplit et envie de construire le futur. Voilà, je pense que le reste suit. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent par rapport au niveau d'énergie que ça nécessite. En effet, le fait qu'on ait une société cotée, c'est un certain niveau d'exigence. Le fait qu'on est sur l'international et donc avec différentes cultures aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, oui. Et qu'est-ce qui, moi, me ressource? J'aime bien d'aller manger un bon lunch avec une personne intéressante. C'est toujours très, très gai. Donc, si quelqu'un veut me donner de l'énergie, il peut m'inviter à aller manger. parlons maintenant un peu des talents. Comment tu repères et comment tu accompagnes les talents et quels sont les types de conseils que tu leur donnes? Donc, pour revenir aux forces de Clifton, j'ai individualisation en un, je pense. Donc, c'est la capacité à essayer de voir ce que chaque personne peut apporter et là où elle serait vraiment bien. Donc, un peu le concept de flow. Donc, j'aime beaucoup la gestion des talents. J'aime beaucoup soit découvrir des pépites, soit se dire, OK, mais tel changement d'organisation pourra apporter ça. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et on accorde beaucoup d'importance chez nous à la gestion des talents et aux mobilités internes. Après, il faut bien séparer tout ce qui est performance management. On est plutôt dans l'évaluation du passé, de l'année qui s'est écoulée, par rapport à tout ce qui est talent management, qui est plus orienté sur le futur. Donc pour moi, ce sont deux sujets qui sont vraiment, entre guillemets, qu'on doit dissocier, même s'il y a un lien entre les deux. Et puis après, il y a toute la partie communication ouverte. Donc, on n'est pas dans un processus de vouloir calibrer. Donc, quand on parle de talent management, commencer à calibrer, de mon point de vue, ça casse certaines discussions ouvertes qu'on pourrait avoir. Par contre, des discussions au niveau de la leadership team ou au niveau des différents steerco sur les talents qu'ils ont dans leur équipe et leur département, permet de collecter du feedback de tout le monde et de justement, plus on a du feedback, plus on peut utiliser ce qui va vraiment bien et potentiellement développer ce qui doit être développé. Chouette. Est-ce que tu constates des nouvelles attentes parmi le talent? Ça fait quand même un moment maintenant que tu es actif dans l'entreprise, chez EVS et ailleurs, et aussi dans ton rôle RH, ça fait maintenant quelques années. Est-ce que tu vois de l'évolution des attentes des talents? J'aurais tendance à dire que les individus ont de plus en plus d'attentes. Là où il y a 15 ans, je pense, les sociétés ont commencé à mettre en place le plan cafétéria pour justement, chaque employé avait une attente différente. Certains voulaient plus de jours de congé, d'autres voulaient une voiture, d'autres voulaient une assurance groupe. Donc, toute la partie bénéfice a été un peu mise en place dans des plans cafétéria. J'ai le sentiment quand même qu'ici, les choses évoluent et nos employés, ou même les individus que je croise dans différentes rencontres, ils veulent pas forcément toujours plus. Ils veulent
ils savent de plus en plus ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et certains vont accorder beaucoup d'importance à un titre, là où d'autres ne vont pas apporter de l'importance au titre. Certains vont apporter de l'importance à un pouvoir décisionnel, d'autres moins. Donc ça, on pourra avoir des discussions sans fin sur les attentes individuelles et comment y répondre et comment tomber dans ce qu'on appelle l'individualisation de masse. Donc c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que Mais, tu entends par l'individualisation de masse? mais quand on parle, par exemple, si on parle des titres, chez nous, on a essayé d'associer les titres à un job catalogue. Et quand on a de tel niveau à tel niveau, c'est tel titre. Et puis après, on pourra permettre à certains niveaux d'avoir des titres un peu plus, on va dire, personnalisés. Mais c'est pas pour ça qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi en termes de titres. Et donc, pour moi, le côté individualisation de masse, c'est faire en sorte qu'on peut répondre favorablement à certaines demandes tant que c'est en ligne avec un cadre bien défini. Et ça pourrait être la partie titre, la partie développement, la partie mobilité internationale. Oui, on va supporter les mobilités internationales, mais il faut aussi que ça serve les besoins de l'entreprise. Donc, il faut à chaque fois, justement, prendre soin de l'individu en tant que tel, mais que ça rentre dans une certaine cohérence et dans un certain frame. Ah Et oui, c'est alors, ça. une autre chose que je remarque, et ça, je trouve que c'est extrêmement positif, c'est le fait que les individus ont de plus en plus besoin de sens. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est après le Covid ou quoi, mais on a vraiment ce sentiment dans les interviews, les gens posent de plus en plus de questions sur la stratégie ESG, comment est-ce qu'on supporte les associations, c'est quoi le plan de développement. Donc on parle moins de plan de carrière, on parle plus de plan de développement. Est-ce que j'aurai de l'impact? Quel sera mon niveau d'impact? Et ça, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir justement ce côté remettre le sens au centre de l'organisation. Parce que si on met l'humain au centre, mais sans donner du sens, ça ne va pas. Mais si on a l'humain qui est au centre d'une organisation, et qu'en plus on clarifie le sens et le pourquoi ils sont dans telle entreprise avec tel ADN, là je pense qu'on a la formule gagnante. On a la chance en Belgique d'avoir un super philosophe qui s'appelle Pascal Chabot et qui a écrit en 2024 un livre sur le sens au travail. Et il a observé, alors il fait pas de toutes ses réflexions philosophiques, mais il a observé une évolution dans le travail où avant on travaillait par devoir, hein. On avait un métier qui était un devoir avant tout vis-à-vis de la société, et puis on a cherché la satisfaction individuelle, l'engagement, certains ont même cherché le happiness, et puis maintenant on est dans une quête de sens, hein. Et donc, Oui, alors il explique que dans son ouvrage et dans ses conférences, il a fait pas mal de conférences sur le sujet. C'est vraiment passionnant. Si vous avez l'occasion d'aller écouter ou de lire Pascal Chabot, je le recommande chaleureusement. Est-ce qu'il y a une tendance RH que tu observes pour le futur qui te semble déjà aujourd'hui essentielle à comprendre? oui, donc ça rejoint le point du leadership qui est centré sur l'individu, donc la Oui. personnalisation à grande échelle, donc être capable d'adapter son style de communication, de feedback et de reconnaissance. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc, gérer avec authenticité, vulnérabilité et écoute active. Et alors créer les conditions pour que chacun se sente, on va dire, vu, compris et valorisé. Et donc, attention, de nouveau, il y a un cadre. Pour moi, c'est important que les gens se sentent entendus, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent compris. Et puis après, il y a des décisions. Donc, il y a des fois, si on prend une décision qui ne va pas dans le sens que la personne voulait, elle pourrait dire: ah, vous ne m'avez pas écouté ou vous ne m'avez pas entendu. Si, il faut bien séparer les processus qui sont, par moment, il y a des gens qui doivent être informés, par moment, certains doivent être consultés, par moment, certains doivent prendre des décisions. Donc, ça, je trouve que c'est important. Et je reparle souvent du cadre, mais pour moi, définir le cadre, encore et encore, c'est extrêmement important. Et c'était mon côté ingénieur, mais le côté do and don't. Donc, telle valeur, c'est quoi cette valeur-là et qu'est-ce que ce n'est pas? Quand on Oui. parle d'agilité, c'est quoi l'agilité dans l'entreprise et qu'est-ce que ce n'est pas l'agilité? Ce que ce n'est pas, on ne va pas changer une roadmap sur base du dernier feedback, du dernier sales. Donc pour moi, tout ça est important pour avoir un écosystème qui est transparent sans tomber dans la curiosité. Oui. Par rapport à cette individualisation, tu parlais au début du podcast de juste et équilibré, hein. Effectivement, je pense que c'est un phénomène assez nouveau finalement, où les individus sont très conscients de leurs besoins, hein. Ça fait pas très longtemps que finalement les gens disent moi j'ai des besoins et j'attends
de l'entreprise de m'aider à les remplir. Alors c'est important que les leaders soient conscients de ça, hein. Et si on veut travailler avec des gens, il faut être conscient qu'ils ont des besoins et que certains besoins, on va être en mesure d'y répondre, pas tous. C'est important aussi que l'individu comprenne que l'organisation a des besoins, hein. Et ça, c'est ce Oui, qu'on va sans doute trouver dans le cadre et dans l'équilibre. Être juste mais équilibré, c'est-à-dire on ne va pas tout faire, on va chercher un point d'équilibre entre les besoins des individus et les besoins de l'organisation. et ça, on a des exemples assez faciles, comme par exemple le home working. Chez nous, Oui, c'est 60% de présence au bureau, 40% à la maison. 100%, oui. Oui. Ouais. Et donc, Sur on a une base, volontairement mis, sur une base hebdomadaire, mensuelle, comment vous gérez ça? donc on a volontairement mis 60% pour que ce soit plus au bureau qu'à la maison. Mhm. Aussi par le côté lieu de rencontre, les formations et le fait qu'on collabore. Et on ne veut pas devenir une somme d'individus. On est un écosystème, on est une entreprise. Et donc, les sociétés qui font 100% de home working, honnêtement, pour moi, il y a quand même des fois des risques avec comment est-ce qu'on peut avoir un sentiment d'appartenance aussi haut que ce qu'on a chez nous avec 100% de home working. Ouais, donc c'est des fois des sujets qui sont un peu plus compliqués. Et pour revenir sur les besoins individuels, par exemple, quand on parle de droit à la déconnexion, oui, on parle de droit à la déconnexion quand on est chez soi le soir. Et qu'en est-il du droit à la déconnexion quand on est la journée au travail? Parce que le monde privé et professionnel se mélange quand même de plus en plus. Et c'est une bonne chose tant qu'il n'y a pas des abus dans une direction ou dans l'autre. Donc c'est là où il faut responsabiliser, écouter les besoins de chacun et les besoins de l'organisation. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un changement que tu vois venir et qui te passionne ou au contraire qui t'inquiète? Mais ce qui me passionne, donc, c'est justement le côté individualisation et customisation de masse. Donc, mettre l'engineering au service du HR, je trouve ça bien. Donc, vraiment le côté réflexion pour que chaque individu s'y retrouve mais dans un objectif commun. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment gai. Ce qui me passionne, c'est le fait qu'il y a de plus en plus ce besoin de sens qui est, je trouve, beau et noble. Donc, ça, c'est gai aussi. Dans ce qui m'inquiète, l'intelligence artificielle. Donc, c'est un magnifique outil, mais il faut quand même bien savoir l'utiliser. Il faut voir les retours qu'on aura. Donc, il faut être prudent par rapport aux impacts de l'intelligence artificielle. La polarisation des mondes, c'est quelque chose qui me fait peur. Donc là, on est un peu plus hors entreprise, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait retrouver en entreprise. C'est vraiment des avis assez tranchés, où là, il faudrait beaucoup plus d'écoute, des collaborations. Faut être prudent sur ouais, les besoins de chacun, mais où s'arrête le besoin de l'un par rapport aux besoins de l'autre. Et par moment, je pourrais avoir peur d'un manque de débat ou un manque de respect. Donc, ouais, heureusement qu'on est une société assez forte et avec un très haut niveau d'engagement et que ça collabore bien, mais par moment, certaines tendances, plutôt on va dire macro, me font un peu peur. Sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en faites déjà au niveau RH chez EVS? On en fait pas mal, donc on a la chance d'avoir des POC, donc on est en train de faire un POC pour avoir un chatbot, donc on a beaucoup de documentation, donc on documente énormément sur notre SharePoint, donc de nouveau le côté transparence, que ce soit la carte policy, les bénéfices dans nos offices, comment est-ce qu'on reward, c'est quoi la culture, donc on a énormément d'informations. Donc là, on est en train de faire un POC pour mettre un chatbot pour pouvoir lui poser des questions. Si quelqu'un a une question par rapport à quelque chose, bah, il peut lui poser, il recevra des réponses sur base de toutes les données qu'on a. Puis après, on a la suite Microsoft avec Copilot qui permet des fois de revoir certaines communications. De nouveau, quand on parle de l'individualisation, on ne communique pas de la même façon à un développeur FPGA qu'à quelqu'un qui va faire du graphisme. Et donc, essayer justement de soigner des fois certaines communications par rapport à nos offices aussi, l'importance de communiquer dans le respect de la culture de l'autre et potentiellement un petit peu adapter son wording. Donc là, c'est là où je vois l'intelligence artificielle comme étant positive parce elle travaille aussi bien sur le fond que sur la forme. Mais si le fond n'est pas bon, juste passer ton mail dans un AI pour que ce soit mieux écrit, ça ne va juste rien changer. À un moment donné, il faut que le fond soit bon. Donc, et en termes de gestion de données, c'est quand même bien aussi. Toute la partie AI pour gérer les données. On a des exit interviews, on a l'engagement survey, donc on peut des fois highlighter des choses que potentiellement on n'aurait pas vues. Donc, il y a un bel avenir par rapport à l'AI. Il ne faut pas me voir négatif par rapport à ça, mais il faut juste que ce soit utilisé à bon escient et de la bonne façon.
Prudemment, tu avais dit, oui, effectivement. Alors, on va tout doucement conclure. Tu te révèles très inspirant là dans tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a encore un message ou une idée que tu aimerais transmettre aux personnes qui suivent ce podcast? Mais ouais, il y a un concept que j'ai bien aimé, on a suivi un coaching et dans ce cadre-là, et aussi en discutant avec Vincent Gérard, quand on est dans des fonctions ou ce genre de choses avec beaucoup de pression, moi je garde toujours en tête qu'il y a deux personnes que j'essaie de rendre fières, qui est la version de moi-même quand j'avais 8 ans. Donc je me dis, ok, le Pierre, quand il avait 8 ans, qu'est-ce qu'il penserait du Pierre d'aujourd'hui par rapport à telle décision, telle prise de position, telle chose. Et aussi la version de moi-même quand j'aurai 80 ans. Donc, et à chaque fois que je dois prendre des décisions qui sont un peu plus compliquées ou asseoir certains avis, ouais, j'essaie de penser au moi de quand j'avais 8 ans et au moi de quand j'aurai 80 ans, et je fais en C'est sorte magnifique. qu'elle soit fière de moi. C'est magnifique. Tu as plein de boussoles comme ça éthiques qui sont magnifiques. Alors, la question finale qui revient toujours dans le podcast, alors c'est de nouveau s'adresser à Pierre à un autre âge. Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil au Pierre au début de sa carrière? Ah, de me sentir plus légitime. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire à tout le monde. Si on propose une opportunité à quelqu'un, c'est qu'on croit en elle. Et donc, il y a un côté où je sais que je ne me sens pas toujours légitime, ou le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, j'aurais aimé de me sentir plus légitime. Mais après, il y a toujours un côté positif et négatif. Le fait de ne pas se sentir légitime, par moment, fait aussi qu'on travaille peut-être plus, ou qu'on essaie justement de monter ce niveau d'exigence envers soi-même. Mais oui, se sentir plus légitime, c'est quelque chose que j'aurais aimé me sentir à 25 ans. Ouais, et me sentir un peu plus moi-même, quoi. Les autres sont déjà pris, donc autant être pleinement soi. Eh ben, quelle magnifique conclusion. Merci beaucoup, Pierre, pour cette heure de Avec podcast plaisir. passé ensemble. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.